Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui sera consacrée à l'immobilier canadien. Vous savez que au-delà du profil trader que j'ai aussi une spécialisation en finance immobilière. Je me suis spécialisé justement sur l'évaluation des différentes propriétés, à savoir quand on est dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs et quels seront les impacts probables ou les incidences sur l'économie. Donc, je propose ce petit point de vue concernant la situation qui prévaut en ce moment au Canada sur, cette bulle spéculative à laquelle nous assistons dans différentes grandes villes et de grands pôles du Canada, en l'occurrence Montréal, Ottawa, Vancouver et ainsi de suite, d'accord? Donc, mon nom, c'est François Ablé. Donc, pour ceux qui viennent me découvrir, je suis responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, Global Structured Academy, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. C'est là-bas que notre canal de diffusion de nos informations. Vous pouvez aussi nous visiter également à travers le site web qui est le www.globalstreettrader, donc en un mot.com. D'accord? Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir les différents services si vous souhaitez justement vous former sur les marchés financiers en bourse, avoir un bagage solide et puis investir proprement et facilement avec beaucoup d'aisance et de confiance sur les marchés financiers. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je donne mon point de vue sur la situation actuellement qu'il y a au Canada. Vous savez, le Canada est un pays qui est concentré de manière sectorielle sur le pétrole et donc l'industrie énergétique et aussi l'industrie bancaire. D'accord? Ce sont les deux secteurs phares du Canada. À côté de ça, il y a aussi le domaine immobilier. Sauf que le domaine immobilier, lui, il est fortement corrélé bien sûr au pétrole, donc par ricochet l'inflation. C'est-à-dire que quand il y a l'inflation, quand il y a une bonne dynamique inflationniste au Canada, ce qu'on remarque de façon statistique, c'est que les ménages auront tendance à acheter du logement, des maisons, d'accord? Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder le flux ou les montants, globaux qui sont dépensés en termes de flux d'investissement ou de capitaux qui sont transférés vers le marché immobilier pour nous donner une certaine lecture du marché. Parce que si vous ne savez pas, l'économie a 4 cycles, d'accord? Par contre, l'immobilier en a 3. Donc, l'immobilier a toujours un délai de retard sur les cycles économiques réguliers. Quand on parle de récession, expansion, pic, d'accord, et puis de creux, d'accord. L'immobilier en a juste 3, d'accord. Donc, du coup, ce qui fait que quand on est dans une période, on va dire, de récession, on peut être souvent dans un pic au niveau de l'immobilier, d'accord. Et après, c'est quand le marché, bien sûr, s'ajuste, quand il y a l'ajustement ou le récalibrage du marché où on rentre définitivement dans une sorte de crise financière, c'est là que l'immobilier maintenant commence à baisser, vous comprenez? Et j'ai devant vous, pour vous illustrer ce que je veux apporter comme argumentaire, l'indice qu'on appelle le iShare S&P TSX Capped Rate, index ETF, bon, tout ça, c'est pour simplement signifier que c'est l'indice en fait de tous les principaux REIT. Quand on parle de REIT, c'est en fait c'est Real Investment Trust, d'accord? Real Investment Trust, c'est-à-dire ce sont les fonds immobiliers de placement, on appelle souvent FPI, d'accord? Fonds de placement immobilier, qui sont très populaires au Canada, c'est-à-dire que en tant qu'investisseur, ce sont des solutions pour diversifier votre portefeuille. Vous n'avez pas besoin d'avoir de posséder des biens immobiliers, du locatif ou du bureau ou des choses comme ça. Vous pouvez investir, acheter des parts des fonds de placement immobilier et c'est comme si vous aurez les mêmes rendements qu'un actif immobilier vous donnera. En général, l'immobilier, traditionnellement, donne à peu près du 12% par année. Ça, voilà, officiellement, c'est entre du 10 à 12%, d'accord? Avec les rates ou bien les fonds de placement immobilier,
Vous pouvez avoir également autour de 10. Des fois, il y a des années où c'est déjà allé à 13%. Mais si on prend le rendement des FPI depuis les années de 2009 à maintenant, donc sur les 10 dernières années, 2008-2009, le rendement est de environ 11%, d'accord, globalement, d'accord. Donc, ce sont des actifs qui sont très intéressants dans une quête de diversification, mais aussi ils nous montrent à quel point nous sommes dans des phases de marché où il faut faire attention, d'accord. Vous voyez que récemment, avec bien sûr la crise libyenne, le prix du pétrole a pris une envolée, d'accord, et ça s'est répercuté sur la valeur du dollar canadien, d'accord. Le dollar canadien qui est qui est de plus en plus attractif, qui est prisé. Donc, cette envolée n'est pas due au fait que le gouvernement Trudeau est en train d'enchaîner une balance de paiement excédentaire ou bien un bon budget ou bien une bonne, on va dire, politique inflationniste. C'est simplement dû à on va dire, un flux mécanique, d'accord, de la macroéconomique basée sur les perspectives inflationnistes. Parce que quand le pétrole progresse, même si c'est pour des raisons géopolitiques, le dollar canadien y suit. Parce que le Canada est un pays pétrolier et la monnaie canadienne, donc le CAD ou le loonie, fait partie de ce qu'on appelle les currency. Les currency, c'est-à-dire ce sont les commodities mélangées aux currency, donc les monnaies qui sont fortement tributaires des matières premières. Donc, on a le pétrole. On a aussi la Norvège qui fait partie de cela. On a le rouble russe qui est fortement dépendant du gaz naturel. Et puis, l'Australie et l'or, ainsi de suite. D'accord? Donc, le Canada fait partie de ça. Vous voyez? Sauf que actuellement, nous assistons à la constitution d'une bulle spéculative sur l'immobilier. Parce qu'on a des investisseurs étrangers, plus précisément, ou la plupart du temps, des investisseurs chinois qui investissent dans l'immobilier au Canada pour des raisons spéculatives. Parce que le Canada est un pays qui est très vaste, qui dispose de beaucoup de terres. Donc, ces terres-là sont bradées à des prix, on va dire, pour 3 fois rien. Bon, 3 fois rien comparativement à la masse monétaire à laquelle elle fait face, c'est-à-dire que les investisseurs étrangers ont beaucoup d'argent, notamment les investisseurs hongkongais ou bien chinois. Hein, ils proviennent souvent soit de la Chine ou bien de Hong Kong. Ce sont des puissants hommes d'affaires qui peuvent se permettre d'acheter des maisons à coût de millions, comme des petits pains. Tandis que la plupart des particuliers ont du mal à joindre les deux bouts. D'accord? Et je crois à l'automne 2015, le gouvernement d'alors, je pense que c'était le gouvernement, je me semble, le gouvernement Harper, oui, avait donc mis une taxe pour les investissements étrangers, d'accord? Taxe de pratiquement 30%. Cela n'a pas freiné cet élan des investisseurs étrangers parce que la monnaie canadienne, face au panier de devises souvent américains, puisque le dollar canadien ne compte que pour 9% de dollar américain, le dollar canadien compte pour 9% dans le panier de devises de dollars américains. Donc, ce qui fait que c'est plus ou moins attractif pour les investisseurs étrangers. D'accord? Et ces investisseurs étrangers-là trouvent le malin plaisir, bien sûr, de spéculer. Ils n'achètent pas des terres parce qu'ils veulent vivre au Canada. Ils achètent pour revendre à un prix 3-4 fois plus cher. D'accord? Ce qui fait que cela a créé un marché spéculatif un marché locatif hautement spéculatif et qui a donc fait flamber la majeure partie des prix de l'immobilier à Vancouver, où on peut assister au fait que une maison moyenne peut coûter à peu près 938 000 $, d'accord, à Vancouver. Ça veut dire que vous voulez simplement un bungalow standard, il faut compter au moins 1 million, d'accord? Et ça crée un afflux massif de la population de Vancouver vers les autres régions où il n'y a pas où il n'y a pas bien sûr où il n'y a pas eu encore de spéculation sur les terrains ou sur l'immobilier, d'accord? Sauf que ceux qui migrent de Vancouver à d'autres places, c'était des gens qui habitaient à Vancouver, qui n'étaient pas considérés comme des gens hyper riches, mais qui étaient considérés comme la classe moyenne. Sauf que cette classe moyenne peut constituer également une nouvelle classe riche
pour les régions où elles vont migrer et elles, à leur tour, ne trouveront aucun problème à s'acheter comme ça de façon régulière. Une maison qui coûte, on va dire, 300 000, elles vont l'acheter sans même payer d'hypothèque. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer encore une autre bulle. Parce que si on perçoit que la majorité des gens qui migrent dans ces régions-là, ceux qui quittent des endroits qui sont considérés comme un peu plus riches, viennent d'une autre région qui sont considérés comme pas trop riches ou voire même pauvres, d'accord, achètent des maisons sans contracter d'hypothèque, on va dire, les sociétés d'investissement immobilier ou bien celles qui détiennent des portefeuilles immobiliers ou alors des propriétaires immobiliers vont augmenter également systématiquement le prix des maisons pour faire face justement à ce nouveau marché d'acheteurs au capital illimité, si on peut dire, d'accord. Et ça, c'est créé par, bien sûr, les investisseurs étrangers. Alors, on a assisté donc à plusieurs bulles comme ça qui se sont créées un peu partout dans le pays et notamment même dans la ville dans laquelle je suis, qui est par exemple Kingston, qui est une ville, une capitale historique du Canada. C'est une ville voilà, historique, militaire et tout ça. Maintenant qui est on va dire, fait partie comme des vieilles villes du Canada. On a quelques nouveaux développements qui sont ici en cours parce qu'on a beaucoup de jeunes familles maintenant qui s'y installent, contrairement au fait que cette ville a donc, on va dire, puisqu'elle est historique, c'est souvent les personnes âgées qui viennent ici, donc c'est une ville de retraite, d'accord. Mais comme il y a de plus en plus de nouvelles familles qui quittent par exemple de Toronto, de Vancouver, où il y a eu par exemple ce boom, cette explosion de la bulle avec des prix exorbitants au niveau des maisons, cela a également créé un nouveau marché et donc le prix, la valeur des maisons augmente, d'accord, comprenez. Donc, ainsi pour vous dire que la seule façon pour le gouvernement de freiner cet élan spéculatif qui se crée de plus en plus sur les différentes maisons, d'accord, qui visiblement vont pousser les familles à devenir locataires plutôt que propriétaires, parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de claquer 800 000 pour s'acheter une maison, d'accord. Or, ceux qui quittent de Vancouver ou à Toronto pour venir, ils n'ont aucun problème à ça. La maison moyenne à Vancouver, je vous ai dit, c'était aux alentours de 938 000, 940 000. Au niveau de Toronto, c'est à peu près 800 000, 750 000, 800 000, comprenez? Et voilà, c'est des familles qui peuvent se permettre, mais pas à Vancouver et pas même à Toronto, mais ils peuvent se permettre ici à Kingston. Si la maison, par exemple, la maison moyenne coûte 450 000, elle peut le payer cash, puisqu'elles ont l'habitude de payer des maisons aux alentours de 800 000, comprenez? Donc ça crée une bulle. Tout ça à cause justement des achats, à cause de l'afflux, principalement l'afflux de capitaux étrangers, d'accord? À cause également, donc ce qui, par conséquence, est provoqué par l'attractivité du dollar canadien, d'accord? Voilà pourquoi le seul moyen, d'accord, que la plupart des économistes et que moi je suis d'accord, proposent, c'est bien sûr d'augmenter les taux d'intérêt, d'accord? Sauf que dans ce contexte, si on augmente les taux d'intérêt, bien sûr, la répercussion sera que les sociétés celles qui proposent ou qui facilitent le crédit hypothécaire vont forcément augmenter les taux d'intérêt hypothécaires, de sorte que ceux qui avaient contracté un prêt hypothécaire, puisque c'est renégociable à chaque terme, au prochain terme, elles risquent donc de renégocier un nouveau terme plus élevé avant l'échéance, d'accord? Donc, cela peut faire freiner cet afflux-là massif d'investisseurs étrangers qui ne veulent que faire de la spéculation avec les différents terrains, d'accord? Mais le gouvernement n'a pas intérêt à ça, pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que c'est payant. Hein, je vous ai dit que j'ai fait de l'évaluation de propriété. Et pour une maison qui coûte au-delà de 1 million, généralement, la taxe municipale ou la taxe, l'évaluation municipale, donc la fourchette de la taxe, évolue entre 4 à 5% de l'assiette fiscale évaluative de la ville. Donc c'est payant pour le gouvernement ou pour une cité, pour une municipalité, d'avoir des acheteurs, des personnes qui achètent des biens immobiliers qui valent plus d'1 million. Voilà pourquoi ils vont certainement mettre des petites mesures, mais pas des mesures coercitives, mais des petites mesures, de sorte à
quelque peu décourager ou bien freiner un peu. Mais ils ne vont pas chercher à l'éliminer parce que c'est bon pour eux, parce que ça leur fait percevoir les taxes. D'accord? Donc ça, c'est pour cette raison. La deuxième raison aussi, c'est que le Canada est dans la même situation que surtout les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne peut pas augmenter les taux d'intérêt à cause du fait que la propension ou le rythme de l'inflation ne suit pas correctement la croissance économique. On a vu dernièrement les chiffres au niveau du Canada, ce sont des chiffres mitigés, d'accord, des chiffres macroéconomiques mitigés, où on a l'inflation qui ne suit pas, bien sûr, le taux de croissance, vous comprenez? Donc, par conséquent, il y a une sorte de ralentissement anticipé de l'activité économique, d'accord? Et les salaires également n'ont pas bougé d'un iota, d'accord? Ils ont relativement et faiblement évolué depuis au moins sur 20-30 ans, d'accord? Donc, alors que le coût de la vie augmente. Parce que si on augmente les taux d'intérêt, ça va créer au moyen terme une situation de déflation, c'est-à-dire que le niveau général des prix, bien sûr, va chuter quand on sent que le coût de la vie est élevé, donc personne ne va vouloir dépenser de l'argent, d'accord? Donc la monnaie sera de plus en plus rare et donc ça va faire chuter les prix puisque si personne n'achète, les gens ne pourront pas justement mettre des prix élevés puisque personne n'achète, puisqu'il n'y a pas de, il y a un ralentissement au crédit, d'accord? Ce qu'on appelle souvent le credit crunch. Et ça, c'est pas bon quand on a une situation de déflation. C'est ce qu'a souffert le Japon jusqu'à aujourd'hui, hein, depuis les années 89 jusqu'à aujourd'hui. Le Japon souffre toujours de la déflation. Il est obligé donc de maintenir les taux très très bas afin de restimuler les dépenses de consommation pour justement donner un nouvel élan de son économie. Vous comprenez? Donc c'est pour ces deux raisons-là que le gouvernement canadien, disons, a du mal à faire face à cet afflux. Et on voit ici au niveau du iShare le SP500 TSX. Bon, TSX, c'est l'indice canadien, le TSX 60, c'est l'indice canadien des 60 valeurs, donc les plus grosses capitalisations boursières canadiennes. Et en particulier, celui-ci qui est noté souvent à la bourse de Toronto XRE, ou alors, par exemple, son ETF qu'on a ici, qui est le iShare SP TSX Capped Rate Index, qui est en fait l'ensemble des 18 fonds de placement immobilier les plus importants au Canada. Au Québec, on a Cominar qui est le plus important, qui gère à peu près 5 environ, il me semble, c'est à peu près, Cominar, c'est pas loin de 500 milliards d'actifs, d'accord, Cominar. Bon, ici, on en a 18, d'accord, 18 fonds de placement immobilier qui ont été mis en un, qu'on a donc les ETF, c'est voilà, Exchange Trading Fund, donc, ou fonds négociés en bourse. Donc ce fonds capé sur toutes les plus grosses valeurs canadiennes sur les fonds de placement immobilier. Lui, il a à peu près comme pas loin de 3 à 4 trillions, okay, d'actifs. D'accord? Donc il est lourd. Donc quand on voit un ralentissement ou une consolidation de cet actif-là, on se dit déjà que c'est un signe précurseur, hein, d'un ralentissement de l'activité immobilière qui arrive et donc qui peut précéder souvent à un ralentissement global de l'économie ou une crise. Parce que je vous ai dit que les indicateurs immobiliers qui sont très suivis au Canada, notamment ce qu'on appelle le housing starts, qui sont les mises en chantier, qui sont des indicateurs précurseurs de l'activité économique. Donc quand on a justement un ralentissement de ce ETF, hein, qui est fortement transigé sur la bourse de Toronto, TSX, on peut donc déduire que le marché risque de prendre un coup au niveau de l'immobilier. Surtout actuellement que le pétrole est en train de faire un pic. On sait que le biais sur le pétrole, le biais baissier est aux alentours des 65-66 $, d'accord? Donc quand on est pratiquement arrivé à ce niveau. Et si on voit que le pétrole commence à ralentir, cela peut accélérer justement la baisse de cet actif-là, d'accord? On a aussi, je vais vous montrer aussi un autre qui est celui-là, qui s'appelle le Boardwalk Real Estate Investment Trust. Alors, celui-ci, il fait partie également
c'est une compagnie qui s'occupe également aussi du résidentiel, d'accord, le domaine résidentiel. Donc, c'est une compagnie qui a, on va dire, bâti son capital en possédant beaucoup de terrains résidentiels. Ils ont aussi leur propre développeur que vous voyez ici qui s'appelle Boardwalk. Donc, ils font la construction de maisons, développement de maisons, immobilier. Donc, ils ont un portefeuille et on peut détenir donc les actions justement via la bourse de Toronto qu'on appelle le TSX. L'action actuellement est cotée à 40,28 $. D'accord? Donc, on voit qu'on est dans une longue phase de consolidation ici et on peut se diriger vers le plus bas, hein, le plus bas ici qui est aux alentours des 20 $, d'accord, 20-21 $. Et quand on est dans un couloir, dans un canal comme ça descendant, tant qu'on ne sort pas du canal, vous savez que techniquement, en analyse technique, tant qu'on ne sort pas d'un canal descendant, d'accord, on est baissier, vous comprenez? Alors, il y a un autre aussi que je vais vous montrer. Donc, Boardwalk, c'est l'un des deux que je vais vous montrer. Celui-là, c'est le Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. C'est aussi un conglomérat de plusieurs, donc un groupe de fonds d'investissement immobilier, mais eux qui font que de l'appartement, d'accord? Tout ce qui est appartement, c'est la plus grosse compagnie qui a le plus gros portefeuille en termes d'appartements. L'autre, c'est les résidentiels, d'accord? Celui-là, c'est appartement, donc locatif. C'est le plus gros qui est le Canadian Apartment Property Real Estate Investment Trust. Donc, de belles solutions de placement sur l'immobilier. Mais, regardez l'allure de la courbe. Ouais, vous voyez que la courbe est pratiquement vertigineuse, un peu à l'image des indices boursiers américains et même canadiens. Et on a fait un pic aux alentours des 55 $. Et le marché a commencé à se rétracter, vous comprenez? Donc, on a ici une neckline ici, si vous voyez bien avec mon curseur, le bout. Je ne peux pas zoomer parce que l'écran est figé au niveau du graphique, mais on le voit bien ici qu'il y a un petit léger creux ici qui forme donc une neckline, donc une ligne de coup pour ceux qui font le chartisme, qui est aux alentours des 42,50 $. Donc quand on aura cassé les 42,50 $, on peut commencer à se poser des questions, à remettre en cause bien sûr le prix des différentes maisons. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que généralement dans l'immobilier, quand on a bien sûr une baisse massive sur la valeur totale des maisons, quand ça chute, ça a une répercussion sur justement le locatif parce que si les gens perçoivent que le prix de l'immobilier est en train de chuter, personne ne sera prêt à payer le prix demandé par les propriétaires qui font du locatif, d'accord? Donc, ce qui fait que ça va pousser les propriétaires à revoir à la baisse le prix des logements qui tournent aux alentours d'une fourchette entre 700 à 2000 $ l'appartement. Cela dépend bien sûr du quartier, d'accord? Donc, j'ai pris le minima et le maximum parce qu'il ne peut pas avoir un nombre exact de prix moyen du logement parce que ça dépend de l'environnement et du quartier, d'accord? Donc, en général, on tourne autour des quartiers un peu précaires, logements autour de 700 à 800 $ ici en Ontario, pour aller jusqu'à vers les 2000, 2200 quand tu es dans un quartier chic ou d'un nouveau quartier, d'accord? Donc, cette fourchette-là risque d'être revue à la baisse comme par exemple en 2014 où on était à des creux de on va dire à peu près entre 1300, hein, même 1300 en moyenne comme maximum, à 550 comme minima, comprenez? Donc, c'était pour vous illustrer un peu que le Canada actuellement est au bord, est à l'entrée d'une bulle spéculative qui va bientôt éclater, d'accord? On a déjà eu l'Australie qui a déjà commencé, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre a commencé également à éclater sa bulle spéculative. La seule façon de freiner ça, donc de pousser de stopper les investissements étrangers qui créent justement ce genre de bulle, c'est de augmenter les taux d'intérêt, ne serait-ce même que de 15 points de base pour décourager un peu, parce que les taxes sur les propriétés ne vont
n'ont rien changé parce que toujours est-il que vous mettez une taxe sur la propriété, mais la valeur du dollar lui-même, le luni, elle est faible. La valeur est faible, donc c'est plus attractif pour les étrangers de la collecter quand ils ont un panier de devises, de dollars lourds. Donc, ils échangent ça pour une propriété parce que pour posséder la monnaie, il faut acheter un bien qui est coté dans cette monnaie. Donc, ils achètent de l'immobilier, sachant que l'immobilier prend de la valeur, mais ça leur coûte moins cher en fait parce que la valeur du dollar, du luni est faible, vous comprenez? Donc, forcément, ça va donc créer une bulle spéculative et c'est ce que nous sommes en train d'assister, d'accord? Donc, c'était la solution que je proposais. Bien sûr que la plupart de certains économistes également sont unanimes là-dessus. Merci encore d'avoir suivi cette petite intervention. Donc, je crois que j'ai fait le tour un peu explicatif de ce qui se passe également sur la situation de l'immobilier au Canada. Merci encore et on suivra ça attentivement. Passez une bonne soirée. Au revoir.